Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne Kies Coaching qui va aborder principalement le thème de la reconstruction de soi. Nous allons avoir l'occasion d'entendre et de recevoir des personnes qui ont pu se reconstruire, redémarrer leur vie, s'en sortir alors qu'ils ont vécu des tragédies, des drames, des choses très difficiles. Je vais également aborder des sujets relevant du développement personnel ainsi que des sujets plus théoriques et plus scientifiques du domaine de la psychologie. Restez avec nous! Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre, la journée internationale de la lutte contre la violence faite aux femmes, et j'ai choisi de commencer la chaîne avec ce sujet qui me tient à cœur et surtout qui relève de mon expérience personnelle. Et pour cela, j'ai invité mon amie Andrea Bika, qui est étudiante, qui est étudiante en psychologie et on va pouvoir en discuter. Bonjour à tous, en effet c'est intéressant de parler de ce sujet. Rappelons que selon l'OMS, 30% des femmes sont victimes de violences conjugales dans le monde. 40% des assassinats des femmes sont causés par les coups et blessures de leurs conjoints. Et en gros, tous les 3 jours, une femme meurt à cause de la violence conjugale. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer ce qu'est la violence conjugale ? Alors la violence conjugale est un phénomène de couple plus que de société. Cela concerne, donc c'est un crime punissable par la loi et qui concerne principalement la relation intime. Donc c'est vraiment au sein d'une relation affective entre deux personnes, qu'elles soient mariées, en concubinage ou même séparées ou divorcées. Elle se définit par l'atteinte à l'intégrité morale ou physique de la personne par des actes répétés. Donc ça doit être répété pour que ça soit considéré comme violence conjugale. Cela amène la victime à se sentir menacée, humiliée par des actes ou des propos dégradants. Alors, elle peut également prendre plusieurs formes qu'on peut classer sous 2 grosses catégories. Donc il y a la violence physique, donc tout ce qui touche au corps, donc là où il y a un contact direct avec le corps, et la violence psychologique qui va plus jouer sur le psychique ou le mental de la personne. Alors dans la catégorie de la violence physique, cela peut s'exprimer par gifler, donner des coups, donc des coups de poing, des coups de pied, des coups de couteau, séquestrer, lancer un objet, tirer par les cheveux, tirer par les bras, voilà. Donc tout ce qui concerne un contact direct avec le corps, mais dans le but d'agresser. On classe dans la violence physique également la violence sexuelle. C'est quand donc un des partenaires force l'autre à avoir des rapports sexuels ou l'insulte pendant l'acte ou le fait soumettre à des fantasmes humiliants, l'attacher, le pénétrer de force. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a l'autre extrême, c'est-à-dire aussi priver l'autre conjoint de câlins ou de rapports sexuels dans le but de le punir ou de le contrôler est considéré aussi comme violence. Sans oublier également le viol, parce que le viol peut exister aussi dans un couple marié. C'est pas parce que les 2 personnes sont mariées que l'un est obligé d'avoir des rapports sexuels avec l'autre, donc il faut que ça soit fait dans le respect. Donc si l'un force l'autre, eh bien c'est considéré comme un viol et donc c'est punissable par la loi. Tandis que la violence psychologique ne porte pas atteinte au corps, mais elle peut être verbale. Elle peut s'exprimer par des insultes, des humiliations, des injures, donc toute parole qui a pour but de blesser. Psychologiquement, le bourreau va humilier en insistant sur les points faibles de la personne. Il peut aussi la rabaisser, l'isoler, contrôler la victime par des menaces ou en l'empêchant de faire ses propres choix. Ça arrive aussi de l'isoler de ses proches et de ses amis en critiquant ces derniers. Et donc du coup, la victime va être contrainte de s'éloigner de sa famille. Et surtout, le bourreau fait cela pour qu'elle ne puisse pas parler de ce qu'elle vit. Et que les autres ne puissent pas lui ouvrir les yeux. Alors ça, on appelle ça la violence sociale. La violence psychologique reste un moyen très fin pour le bourreau, pour vraiment dominer et contrôler sa victime. La victime va toujours rester dans le doute. Elle va se dire, est-ce que c'est vraiment moi qui prends les choses mal ou est-ce que vraiment le propos que j'entends
n'est pas correct, n'est pas adéquat. Donc il y aura toujours ce genre de doute et c'est ce qui fait que la victime ne va pas pouvoir en parler facilement. Dans le cadre toujours de la violence psychologique, il y a aussi le fait de s'attaquer à des objets de valeur de la personne, comme aussi s'attaquer aussi à l'animal de compagnie, mais toujours dans le but d'intimider la victime. Le bourreau peut aussi avoir recours à la violence économique en privant la personne de toute source de revenus. Donc ça peut être aussi en l'empêchant de travailler, en l'empêchant d'ouvrir un compte bancaire personnel. Aussi, même si la victime elle travaille, il peut aussi disposer de tout son salaire. Et donc tout cela aussi pour exercer un certain contrôle sur la victime. Alors en dernier, il existe aussi une sorte de violence qui est très extrême et qui laisse des séquelles beaucoup plus profondes. C'est la menace de mort ou de suicide. Donc ça c'est quand l'agresseur ou l'auteur de violence conjugale va menacer de tuer sa victime ou de se tuer lui-même si voilà, la victime ne fait pas ce qu'il dit. Personnellement, j'ai vécu ça aussi, surtout quand j'ai voulu quitter le domicile. Et c'est vrai que quand la victime elle décide de se défaire de l'emprise de son bourreau, c'est là où celui-ci va vraiment vouloir atteindre la forme de violence la plus extrême. Et comment peut-on tomber dans ce piège, étant donné que j'imagine quand on rencontre notre conjoint, on en tombe amoureux, il n'y a rien qui pourrait... il n'y a aucune preuve qui pourrait nous montrer à l'avance que cet homme est violent. Oui, c'est vrai que ça peut tromper parce que la violence conjugale s'installe progressivement via plusieurs étapes. La première étape est celle de la lune de miel. Donc je vais expliquer mon cas pour illustrer cela. Moi j'étais étudiante en France, j'étais toute seule, loin de ma famille. Donc les études sont un peu difficiles, la déprime parisienne qui s'installe. Et vraiment la seule chose dont j'avais besoin, c'est de quelqu'un sur qui je peux m'épauler, qui peut m'écouter. Pas forcément un homme, mais en général, quand on est dans la solitude, quand on est loin de sa famille, etc. Et quand on passe par des moments difficiles, je trouve que ce sont des périodes de fragilité qui malheureusement, durant ces périodes-là, malheureusement, on peut tomber sur des mauvaises personnes ou des personnes manipulatrices. Alors au début, tout était beau, le bourreau se présente comme un prince charmant, le sauveur, celui qui va changer ma vie, avec qui je vais vivre le bonheur. Et d'ailleurs, dans mon cas, au bout de 2 semaines, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, qu'il ne pouvait plus vivre sans moi, etc. Et il y a une particularité aussi, c'est que dans le cadre de la violence conjugale, l'auteur de violence va vite vouloir il va vite vouloir se marier, il va vite vouloir avoir un enfant, et tout cela pour vraiment installer un contrôle et empêcher la victime de se rendre compte, d'ouvrir les yeux et de partir. Donc pendant la lune de miel, la future victime, qu'on appellera la proie, elle est sous le charme, elle est amoureuse. Voilà, donc c'est une phase qui ne dure pas très longtemps non plus, parce que le bourreau va vite vouloir, comme j'ai dit, installer le contrôle, et donc il va commencer à exiger certaines choses de sa conjointe. C'est là qu'on va passer à la phase de tension. Donc dans la phase de tension, l'agresseur va commencer à dire moi je n'aime pas comment tu t'habilles là, je ne veux plus que tu mettes des jupes, je ne veux plus que tu te maquilles, que tu te coiffes comme ci, je ne veux plus que tu parles avec les autres, tu as parlé au facteur, et donc tout ça. Et donc il va expliquer que il demande tout ça parce qu'il est amoureux de sa dulcinée, qu'il est jaloux, et donc c'est une preuve d'amour. Il va aussi par exemple dire laisse-moi gérer l'argent, ne t'en occupe pas, c'est pour ton bien, etc. Donc la victime va se retrouver privée de sa liberté et de la possibilité de faire ses propres choix. Donc en plus de ça, elle va toujours vouloir faire le mieux pour satisfaire donc l'autre conjoint, mais l'autre
et n'est jamais satisfait. Donc il va toujours en demander plus et plus et plus, et ça va créer, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la phase de tension, ça va créer une tension, une anxiété et un stress chez la victime. Après cela, on passe à la phase de crise, c'est là où la violence conjugale éclate. Donc le bourreau n'est pas content, la victime n'arrive pas à satisfaire toutes ses demandes, et là, soit il va s'attaquer à elle, donc ou à lui, il va s'attaquer par des coups, par des insultes, des injures, voilà. Donc c'est vraiment la violence physique ou psychologique qui va éclater. Donc la victime est malheureusement humiliée, démolie par tout ce qu'elle peut vivre. Ça arrive des fois qu'elle se rende compte que c'est pas normal ce qu'elle vit, et donc elle décide de partir. Mais au moment où elle décide de partir, le bourreau va passer à la phase de justification. Donc pour la dissuader de partir et qu'elle reste avec lui, il va commencer à la manipuler, remettre la responsabilité de ses actes sur elle, ou sur toute autre cause extérieure, hein. Ça peut être, oui, parce que je suis énervée au travail, ou parce que je suis stressée, ou parce que... voilà, il y a toutes sortes d'excuses, mais surtout il va remettre sur elle. Donc il va lui dire, tu vois, tu m'as énervée, tu n'avais pas à faire ci, oui, tu ne m'as pas écouté quand je te disais de ne pas porter cette robe, etc. Je t'ai donné une baffe, tu l'as bien mérité, c'est à cause de toi. Donc en gros, il va minimiser ce que la victime a vécu. Oui, ou ça se peut aussi que, j'imagine, ça soit la victime qui trouve justement des justifications parce qu'elle l'aime. Oui, effectivement. Des fois, ça arrive que certaines victimes pensent que les actes agressifs de leur bourreau est une preuve d'amour. Et ça vient justement de l'image erronée qu'ils ont de l'amour. Certains, voilà, on en reparlera plus tard, mais certains assimilent... voilà, tout ce qui est jalousie maladive, etc., à du vrai amour, alors que ce n'est pas du tout ça. Ensuite, ce qui peut aussi arriver, c'est que la personne peut croire qu'elle a un problème. Donc moi j'ai vécu ça, où il y avait un moment où je croyais vraiment que tu étais responsable. Que je suis responsable, mais surtout que j'ai perdu la raison, que je suis devenue folle, parce que quand je me sentais mal face à certains propos ou comportements, j'étais traitée de susceptible, trop sensible. Alors du coup, à un certain moment, je me dis, ça doit... Donc il a raison, effectivement, s'il agit comme ça, c'est à cause de moi. Après cette période de justification, eh bien, on retourne à la première période de lune de miel. Donc là où l'auteur de violence conjugale va demander pardon, s'excuser, des fois il peut faire des cadeaux, offrir des fleurs, voilà, il va vraiment avoir même des comportements soi-disant galants. Et c'est ce qui va pousser la victime à rester, parce que elle va croire que il y a de l'espoir pour que l'homme puisse changer. Et donc, elle va se rassurer suite au comportement qu'il peut avoir. D'accord ? Mais malheureusement, c'est un cercle vicieux, donc c'est encore rebelote. Après la lune de miel, la crise va arriver, et ainsi de suite. Donc pour résumer, il y a 4 phases dans le cercle vicieux, on va dire. La lune de miel, la période de tension, la période de crise, et enfin la période de justification. Et puis on revient. Exactement. Mais maintenant, comment, en tant que victime, on peut se reconnaître dans ce cercle ? Donc comment la personne peut avoir une prise de conscience ? Eh bien tout d'abord, d'après ce que je viens d'expliquer, on peut se rendre compte si on est victime ou pas, mais je sais que beaucoup de victimes restent dans le déni et ont du mal vraiment à admettre qu'elles sont victimes réellement, surtout quand on souffre quand on subit la violence psychologique. Oui. Sinon aussi, quand on regarde les publicités, les campagnes publicitaires pour la violence conjugale, on voit toujours une personne avec un œil au beurre noir et plein de coups sur le corps, et donc on se dit que si on n'a pas atteint ce stade-là de violence, eh bien on n'est pas encore considéré comme victime. Alors que voilà, des simples insultes, même si c'est pas simple, mais à partir d'insultes ou d'un manque de respect répété tous les jours, là on peut déjà parler de violence conjugale. C'est vrai que dans mon cas par exemple, j'avais vraiment beaucoup de mal de mettre ce mot dessus.
Moi, je parlais plus de disputes de couple ou d'incompatibilité de personnalité ou, voilà, ou des problèmes qu'on peut tous avoir. Mais voilà, je ne pouvais pas dire directement que j'étais réellement victime de violence. C'est quelque chose de mal vu aussi et qu'on a du mal un petit peu à porter. Voilà. Par contre, il y a quand même des signaux, et surtout des signaux qui viennent de soi. Moi, je conseille à la personne de se poser vraiment une seule et simple question qui peut vraiment l'aider, c'est que est-ce que je suis heureuse dans ma relation aujourd'hui? C'est vraiment se poser la question, est-ce que je suis heureuse dans ma relation? Oui ou non? Et à ce moment-là, si on dit non, si c'est non, eh bien comment je me sens? Comment je me sens? C'est-à-dire que je me sens triste ou carrément dans la peur et tétanisée. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut voir et il faut être honnête avec soi et sonder vraiment l'état dans lequel on se trouve dans une relation. Il ne faut pas oublier aussi que le corps peut aussi s'exprimer et beaucoup de victimes souffrent de maladies psychosomatiques. Moi personnellement, je me rappelle que je faisais beaucoup d'allers-retours aux urgences pour un trapèze bloqué ou pour des crises de spasmophilie ou voilà, des douleurs au dos, des douleurs aux articulations. Ça, c'est vraiment le corps qui parle, qui dit qu'il n'en peut plus. Et suite à tout ça, les médecins ne pouvaient pas me dire la cause à part le stress. C'était tout le temps, ben oui madame, vous avez ça parce que vous êtes trop stressée, il faut vous déstresser, il faut... voilà. Donc il faudra être attentif à tous ces paramètres, s'écouter soi-même, même si je sais que c'est difficile quand on vit la violence conjugale, mais je sais que la réponse elle est en nous, en sachant que le déni, justement le déni c'est quoi? C'est de refuser de la réalité, refuser d'admettre ce qu'on ressent déjà, on ressent un malaise, un mal-être et on refuse de l'admettre. Bref, pour revenir à ta question, on peut parler de faits clairs. Quand il s'agit de violence physique, eh bien c'est clair, si la personne me frappe, me gifle, me pousse, me tire les cheveux, m'étrangle, etc. Ben là c'est clair, il n'y a pas de doute si je suis victime ou pas. Quand il s'agit de violence psychologique, c'est un peu plus fin, donc c'est un peu plus difficile à diagnostiquer, on va dire, mais la personne doit se poser la question, est-ce que je me sens contrôlée et dominée? Est-ce que je me sens humiliée? Est-ce que je me sens libre de faire mes propres choix? Est-ce que je suis isolée de ma famille? Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce que je ressens la menace, la peur? Est-ce que je suis tétanisée? Est-ce que je me sens en sécurité ou pas? Donc si on répond oui à toutes ces questions-là, là, il n'y a aucun doute que la personne souffre de violences conjugales psychologiques. Et dans ce cas, il n'y a aucune raison, mais aucune raison qui peut justifier l'acte de l'autre sur soi. Donc l'acte de violence sur soi, par exemple la menace de mort, etc. Eh bien, il n'y a aucune raison qui justifie cela. Si quelqu'un me menace de mort, c'est qu'il a un problème. C'est pas normal. Une personne saine, même sous une colère la plus incroyable qu'il puisse avoir, quand elle arrive au point de menacer de mort ou de se suicider, il y a un problème. Bien sûr, on parle d'actes répétés. Tu utilises souvent les termes de proie et de bourreau. Y a-t-il des profils spécifiques et est-ce qu'il y a des causes spécifiques à la formation de ces profils? Est-ce que ça peut venir de l'éducation, de la personnalité, de l'entourage de la personne? À la base, rien ne prédestine une personne à être victime ou bourreau. Normalement, tout le monde peut être victime de violence ou tout le monde peut aussi avoir des... En tout cas, il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de prédisposition, ni le statut social, ni l'âge, ni l'environnement, etc. Mais par contre, des statistiques ont été faites qui ont un petit peu fait ressortir les points communs qu'ont les victimes, par exemple. Quand on parle de points communs, ce n'est pas forcément des causes, mais c'est quelque chose qui se retrouve plus souvent chez les victimes. Et c'est un petit peu comme le manque affectif,
L'isolement, donc les personnes qui vivent seules, comme moi par exemple, j'étais loin de ma famille, donc c'est un peu plus facile de manipuler et de contrôler une personne qui n'a pas de famille. L'incapacité physique ou mentale, qui peut mettre la personne dans une position de fragilité et de dépendance. Également la médication, donc les personnes qui sont sous antidépresseurs, des calmants, des somnifères. Également les personnes qui consomment de l'alcool de manière excessive et dépendante, toutes sortes de drogues, etc. Et aussi les personnes qui ont un manque de sentiment de sécurité. Donc ils vont vouloir chercher la sécurité auprès de n'importe qui. D'ailleurs c'est relié au manque affectif, donc ils vont chercher vraiment à être en couple avec n'importe qui, à n'importe quel prix. Et donc ça peut les faire tomber entre les mains d'auteurs de violence. Donc il est clair que les actes de violence sont le choix de la personne, c'est sa responsabilité. Quand un auteur de violence agit violemment, c'est sa responsabilité. On ne peut pas dire « ah oui, parce que le pauvre, il a vécu cela, etc. » Donc ça, c'est exclu. Mais il est vrai qu'une femme ou un homme qui ont vécu durant leur enfance la violence ou la maltraitance peuvent être plus enclins soit à reproduire ou soit à tolérer. Donc ça reste encore plus des statistiques, mais voilà, ce que je voudrais dire, c'est surtout que ça n'excuse pas. Notre vécu n'excuse pas nos actes en tant qu'adultes. Donc si on a un problème, eh bien, il faut suivre une thérapie ou essayer de se soigner. Par contre, voilà, comme je disais, un enfant qui a vécu dans un, par exemple, dans un foyer où il y a la violence, s'il a toujours vu papa frapper maman ou maman insulter papa, eh bien il va avoir une image erronée de ce que c'est une relation d'amour ou de ce que c'est une relation de mariage, etc. Et il risque de reproduire cela à l'âge adulte. Il y a aussi l'autre côté où on peut tolérer, c'était plutôt mon cas, c'est-à-dire que moi personnellement j'ai reçu une éducation basée sur des châtiments corporels, donc c'était dans la culture comme ça qu'on éduquait les enfants. Et du coup, en étant adulte, et quand je subissais la violence moi-même, eh bien je minimisais, parce que j'ai vu ça déjà depuis mon enfance. Donc il n'y a pas vraiment de profil spécifique, mais il y a des facteurs qui peuvent favoriser. Mais je précise, comme je disais, que l'auteur de violence reste responsable de ses actes, mais également la victime est responsable d'avoir toléré. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la chose à laquelle je suis arrivée aujourd'hui, parce que à partir du moment où on se sent responsable, on se sent aussi capable de changer le cours de notre vie. Il est important au début de se reconnaître comme victime pour reconnaître que ce qu'on a subi n'est pas bon et s'en détacher, mais il y a un moment où il faut aussi se reconnaître comme responsable pour pouvoir se dire « ok, j'ai subi ça, mais c'est pas ça qui doit conditionner le reste de ma vie. » Donc moi, c'est l'état auquel je suis arrivée aujourd'hui, c'est que voilà, le passé est passé, je suis responsable de ce que j'ai toléré, surtout au niveau de mes enfants, mais maintenant je ne culpabilise pas pour le passé, j'avance vers le futur en étant responsable de ma vie. Voilà. D'accord. Jusqu'à maintenant, tu nous as donné pas mal d'éléments pour pouvoir saisir le phénomène de la violence conjugale. Admettons que moi je me reconnaisse dans ce que tu viens de décrire. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'en sortir ? Alors la première chose, c'est déjà de se faire aider, parce qu'il y a la culpabilité, la honte, le déni qui peut nous faire revenir en arrière. Donc moi je conseille quand même que les personnes n'agissent pas seules, mais qu'elles puissent se faire entourer. Alors il y a des centres d'écoute comme SOS Violence. Je vais mettre les numéros dans la barre d'infos, donc pour les différents pays d'Europe. Là, on peut les contacter et on peut demander de l'aide et voir vers quel service on peut nous orienter. Alors moi personnellement, ça a démarré un petit peu pareil. Donc moi, il y a un certain moment où la situation est devenue insupportable dans mon foyer, surtout pour mes enfants. Mais je croyais que j'étais responsable de tout ce qui se passait. Et donc, parce que bon, on avait fait une thérapie de couple, je lisais aussi beaucoup de livres pour vraiment arranger toujours la situation. Mais malgré ça, ça ne fonctionnait pas. Et donc,
voilà, avec les accusations, etc., je me disais que je dois vraiment être responsable de ce qui se passe. Alors j'ai choisi de téléphoner à un de ces numéros-là pour dire en fait que en fait c'était vraiment pas pour dire que je suis victime, mais pour dire que je suis la cause de la violence qui se passe dans mon foyer et je veux être aidée parce que je dois avoir un problème. Donc dans ma tête c'était je dois être folle ou avoir un trouble ou je ne sais pas, mais que j'ai un problème dans ma tête et que en fait je voulais vraiment me soigner. Oui. Et donc à partir de là, j'ai rencontré une personne qui, dès le premier rendez-vous, donc c'était, en fait j'avais contacté la SBL Solidarité Femmes de ma région, et là j'ai été reçue par une personne du service ambulatoire, qui dès le premier rendez-vous, quand je lui ai expliqué un petit peu ma rencontre avec mon ex-conjoint, ainsi que les premières années de mariage, elle m'a vite expliqué en fait tout le mécanisme de la violence, comment ça s'est installé dans mon histoire personnelle. Elle m'a expliqué vraiment étape par étape comment ça s'est fait. Et d'ailleurs, elle m'a dit, ben non, vous n'êtes pas responsable, vous êtes une victime dans tout cela. Et que c'est pas, elle m'a expliqué que ce n'était pas de ma faute tout ce qui se passait. Et donc là, ça m'a quand même choquée parce que je ne m'attendais pas du tout à entendre ça. Et je n'en étais pas convaincue tout de suite. Donc je restais dans ma tête, j'étais responsable, moi je voulais juste être aidée. Par la suite, je continuais à la voir. Et donc, en voyant cette personne, à chaque fois que je la voyais, je lui racontais un petit peu ce qui se passait dans mon foyer. Jusqu'au jour où, là, elle a dit la phrase fatale, vraiment, qui m'a fait réagir. C'est quand elle m'a dit si ça continue, vos enfants risquent de mourir. Et moi, c'était pour moi la phrase qui m'a vraiment aidée à sortir du déni, je pense. Parce que là, j'ai réalisé vraiment que mes enfants étaient en danger. D'ailleurs, elle m'a expliqué que ça arrive des accidents domestiques où voilà, il y a tellement de violence dans le foyer qu'avec un mauvais coup, l'enfant peut voilà, avoir sa tête contre un radiateur ou n'importe et causer la mort de l'enfant. À partir de ce jour-là, enfin, quand je suis rentrée chez moi, là, je pense que j'avais vraiment changé et j'ai réalisé que si je ne faisais rien, je risque de perdre mes enfants. Et c'est là où j'ai décidé de partir dans un refuge de femmes battues. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais dès qu'il y avait une place de libre, j'ai pu être mise en courant. Et donc le 6 juin 2014, j'ai sauté le pas et en allant chercher mes enfants à la sortie d'école, je suis allée directement au refuge des femmes battues. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors quand tu es arrivée au refuge? Alors c'était pas facile parce que déjà les jours précédents, quand on a pris la décision et qu'on est dans la maison, ben, on a peur, il y a le stress, il y a les angoisses, je dormais même plus la nuit. Et puis quand je suis arrivée au refuge, une fois entrée et que la porte s'est refermée derrière moi, là j'ai éclaté en pleurs. J'ai vraiment réalisé que j'ai appliqué la décision que j'avais prise. C'était pas facile pour moi de réaliser cela. Heureusement, il y avait une bonne équipe d'éducatrices, de psychologues qui nous entouraient, qui avaient pris les enfants directement, qui se sont occupés d'eux. Et moi, en fait, vraiment la première semaine, c'était que pleurer, 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 parce que j'étais encore sous le choc de tout ce qui se passait. Ce n'était pas une décision très facile à prendre, donc c'était assez éprouvant, on va dire. Oui, j'imagine en plus que dans les cas que tu as expliqués, les femmes peuvent être dans la violence économique. Donc dans ce cas, elles n'ont pas d'argent, donc elles ne savent pas comment s'en sortir. J'imagine qu'elles peuvent être isolées de leur famille. Donc dans ce cas-là, elles ne savent pas vraiment vers qui se diriger. Oui, parce que moi en partant au refuge, je me demandais aussi comment j'allais vivre, sans revenu, comment les enfants allaient s'en sortir, comment ils vont réagir, comment mon ex-conjoint allait réagir. Donc il y avait quand même toutes ces questions qui... voilà, des peurs, des doutes, des questionnements. Oui, ça c'est normal. Par contre, je sais que à l'intérieur de moi, je ne sais pas s'il s'agissait de l'instinct de survie ou quoi, mais
à l'intérieur de moi, quelque chose me disait que c'était la bonne décision à prendre, malgré toutes les craintes qui étaient autour. Donc le conseil que je peux vraiment donner, c'est, malgré les difficultés, c'est que la liberté n'a pas de prix. S'il faut à un certain moment partir, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen que ça. Donc le plus important, c'est de se faire entourer, d'avoir des professionnels qui peuvent être là à l'écoute pour vous conseiller. Même un médecin traitant peut remplir ce rôle, mais au moins quand même faire appel à l'aide. Voilà. Qu'est-ce qui décourage la victime à réellement se libérer de cette violence? J'imagine qu'il y a les sentiments. Oui, il y a... c'est pas parce qu'on est victime de violence qu'il n'y a pas de sentiments. Donc quand deux personnes s'installent ensemble ou se marient, c'est qu'il y a eu quand même des sentiments, de l'amour entre eux. Donc oui, ça arrive qu'une victime ne parte pas parce que elle est très amoureuse de son conjoint malgré la violence qu'elle subit. Il y a aussi la culpabilité, la honte. Moi je me souviens que c'était difficile aussi de trouver des personnes qui peuvent nous croire parce que ce qu'on vit à l'intérieur du foyer ne se voit pas à l'extérieur. Et j'étais très contente de rencontrer pour la première fois du personnel au refuge qui m'a cru sur parole, qui a cru tout ce que je vivais. Voilà, donc d'une part, ça aide de se faire aider, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Parce que si on se fait aider par des professionnels, eh bien ils vont vraiment nous aider à mettre les mots sur ce qu'on vit. Ils vont nous croire. Ils ont un regard plus objectif que les voisins qui pourraient penser qu'on a et ça va, exactement, et ça va aussi nous aider à passer le cap, à se libérer de cette violence. Parce que pour une fois, on va se dire, ah ben ça va, je suis normale, j'ai pas de problème, c'est pas que je suis folle, que j'ai imaginé tout ce que je vis. Ce que je vis est bien réel, le malaise que je ressens, cette tristesse, cette humiliation que je ressens, elle est bien réelle. Il y a des personnes qui m'ont cru et qui peuvent me le confirmer, donc je ne peux pas rester dans cet état. Donc ça, la culpabilité, la honte, c'est quelque chose qui retient beaucoup les victimes dans leur situation. Il y a également le côté financier. Donc ça arrive qu'une victime n'ose pas partir parce qu'elle ne sait pas où aller, elle n'a peut-être pas de revenus, comme on a parlé de violence économique, des fois la victime elle est privée de travailler ou d'avoir des ressources personnelles. Il y a aussi les valeurs. Par exemple, moi personnellement, pour moi le mariage c'était quelque chose de sacré, ça l'est toujours, quelque chose de sacré qu'on ne peut pas dissoudre comme ça. C'est pas parce qu'on a un conflit ou qu'on ne s'entend pas que on doit divorcer. Pour moi c'était vraiment quelque chose, pour moi le divorce c'était quelque chose à ne jamais envisager, et donc du coup ça m'a retenu longtemps à rester dans la violence psychologique, avoir mes enfants comme ça violentés tous les jours sans que je réagisse plus, parce que pour moi c'était, il fallait que je maintienne la famille, ce cocon de la famille, il fallait qu'il reste soudé, peu importe ce qu'on vit, on va trouver une solution, etc. Mais qu'il fallait que je reste là et rester soudée. Il y a aussi l'appui de la famille. Donc pour celles qui sont restées encore en contact avec la famille, ça arrive que la famille dise supporte, c'est quand même ton mari, ce n'est pas grave, etc. Donc là c'est très difficile aussi parce qu'on ne trouve pas le soutien dont on a besoin auprès de sa famille. Oui, ou au contraire, il y a aussi des parents qui peuvent dire tu vois, je te l'avais dit, et donc on a peut-être honte de retourner vers ses parents ou un membre de sa famille. Oui, il y a la famille par exemple qui a déjà vu clair, plus que la victime elle-même, parce que comme on a déjà dit, quand on est sous manipulation, on ne voit pas clair. Et donc, des fois, la famille, elle dit déjà à la femme, cet homme n'est pas fait pour toi, je sens que ça ne va pas, est-ce que ça va, etc. Enfin, dans ce cas, on ne veut pas la croire. Donc soit la victime, soit elle va s'éloigner de sa famille parce que elle a honte de revenir et de dire vous aviez raison. Ou si elle veut leur prouver que oui, ça va marcher malgré vos avis négatifs, etc. Donc ça, c'est quelque chose quand même aussi qui rend difficile le fait de partir et de se libérer. Il y a aussi les enfants, ça c'est un facteur aussi important, c'est que quand on a des enfants, eh bien c'est plus difficile, d'ailleurs les statistiques le montrent, les femmes qui ont des enfants ont plus difficile de quitter le foyer conjugal quand il y a une violence que quand elles n'ont pas d'enfants. Parce que, je pars aussi encore de mon expérience,
C'est que je me demandais comment ça allait se passer pour les enfants, comment ils vont réagir, c'est quand même une séparation. Oui, c'est ça. Voilà, même si on sait que c'est pas bon pour eux le milieu dans lequel ils vivaient, mais en même temps, on se dit c'est quand même la famille. Je ne peux pas comme ça dissoudre une famille. Enfin voilà. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent quand même décourager une victime à partir. Et les enfants dans tout ça, justement, comment ils perçoivent cette violence conjugale? Alors les enfants, il y a deux situations. Soit ils vont être témoins. Donc il y a des enfants, ils vont juste voir la violence qui se passe entre les parents. Ou alors ils peuvent aussi être... ils peuvent subir la violence aussi. Ça arrive que le conjoint violent, il peut l'être envers la maman, mais il peut aussi l'être envers les enfants. Parce que d'une part, des fois quand on est violent envers tous, mais également parce qu'il va chercher aussi des fois à toucher la maman à travers les enfants. Donc si la maman n'a pas eu assez de châtiment et assez de violence, il va encore toucher ses enfants parce qu'il sait que c'est le plus cher qu'elle a au monde, et donc il va vraiment aussi violenter les enfants. Donc ça d'une part. Mais dans les deux cas, les enfants, qu'ils soient témoins ou qu'ils subissent, ils vont avoir des traumatismes. Et ça n'a aucun rapport avec l'âge. Donc du bébé jusqu'à n'importe quel âge, le traumatisme va se produire dans leur vie. Et même quand ils sont dans le ventre de la maman, donc la maman, puisqu'elle vit la violence, puisqu'elle vit dans le stress, dans l'angoisse, elle va vivre une grossesse qui va se dérouler très très mal. Et donc le bébé s'en ressent. Et c'est là qu'à la naissance, on peut aussi détecter des... Enfin, pas à la naissance tout de suite, mais l'enfant, il va avoir des traumas. Et après, en grandissant, on peut détecter des troubles, il peut y avoir des troubles des comportements, etc. D'ailleurs, les enfants qui vivent tout ça, déjà, ils souffrent de syndrome post-traumatique, donc tout ce qui est agressivité, irritabilité, des cauchemars. Les enfants, ils vont avoir du mal avec toutes les situations qui leur rappellent les situations de violence. Je donne l'exemple, par exemple, dans mon cas avec mes enfants, le moment des devoirs, de la douche et du coucher, c'était des moments de grande tension à la maison. Donc quand je demandais au papa d'aider pour les devoirs, etc., donc il criait, il pouvait frapper, etc. Et donc là, l'enfant, il a... Ça rappelle... il a allié les moments de douche, devoirs et coucher avec la violence. Et du coup, même quand je suis partie du foyer et que j'ai vécu après toute seule avec les enfants, c'était vraiment des moments très difficiles. D'ailleurs mon fils, à un certain moment, il voulait même plus se doucher, donc c'était très difficile déjà pour qu'il se douche, tellement en fait sa mémoire traumatique réveillait tous les souvenirs, et donc dans son corps il ressentait toute cette tension, même s'il n'y avait plus de violence au foyer, mais lui il va ressentir tout ça. Donc c'est vraiment très important de veiller à protéger les enfants. D'ailleurs, dans les écoles, on remarque aussi les enfants qui sont plus agressifs envers les autres, qui vont frapper à la récréation. Voilà, j'en fais pas une généralité, mais il y a une tendance. L'enfant, en général, il va reproduire ce qu'il a vu. Bien sûr, il y a aussi de l'agressivité qui peut être due à une colère, qui est, elle, due à une autre raison, qu'il faut décortiquer, qui n'a pas forcément rapport avec la violence conjugale au sein du foyer. Mais quand l'enfant il est agressif à l'école, c'est signe de quelque chose, c'est qu'il exprime quelque chose. Et là, il exprime un mal-être. Voilà. Donc parmi les symptômes, comme on a dit, il y a l'agressivité, l'irritabilité, le manque de sommeil, on a déjà parlé des cauchemars. Les enfants peuvent aussi développer des TOC, ils peuvent développer des troubles. Ils vont avoir des problèmes de concentration, des problèmes à l'apprentissage. Voilà, donc il faut être vraiment attentif à toutes ces données-là pour aider l'enfant au mieux. Alors, il y a un autre problème aussi qui se passe après la séparation, parce que ça c'est encore une autre chose dont les enfants peuvent souffrir, c'est la séparation. Parce que malgré tout ce qui se passe à la maison, les enfants n'ont pas envie de voir papa et maman séparés. Ils ont quand même l'espoir que les choses vont s'arranger. Les enfants, ils ont une vision un peu idyllique en fait du couple, de leurs parents surtout, parce que, enfin, comment expliquer, l'enfant, malgré qu'il voit quelque chose de négatif venant du parent, par exemple quand l'enfant il est battu par un parent,
il va se convaincre que le parent il est bon, mais que lui, il mérite d'être battu. Il ne va jamais mettre en doute la qualité de bonté dans le parent, mais il va plutôt s'attaquer lui-même. Donc d'où le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi. Et l'enfant, il va toujours se dire, ben, je l'ai mérité. Si papa ou maman m'ont frappé, je l'ai mérité. Mais ils ne vont pas se dire, non, mon papa ou ma maman ne sont pas bons. Donc après, quand il y a une séparation, ben, l'enfant, des fois, ne comprend pas. Malgré la violence qu'il a vécue dans le foyer, il ne va pas comprendre pourquoi on se sépare. C'est pour ça que, je reviens encore une fois, le refuge m'a vraiment beaucoup aidée. Et quand on est arrivé, ils ont pris en charge les enfants. Et ils leur ont expliqué d'abord ce que c'est la violence conjugale. Parce que déjà moi, il fallait qu'on m'explique ce que c'était. Parce que voilà, déjà moi j'avais du mal à mettre ce mot sur ce que je vivais. Et pour les enfants, ils ont bien expliqué ce que c'est la violence. Ils leur ont expliqué que personne n'a le droit de les frapper quoi qu'ils fassent. Que c'est pas un moyen pour ni corriger, ni éduquer, rien du tout. Et ils leur ont appris aussi qu'entre eux, donc les enfants entre eux, ils n'ont pas le droit non plus de frapper l'autre. Ils leur ont expliqué aussi la différence entre être en colère et frapper. C'est-à-dire qu'on peut être en colère, on a le droit d'être en colère, mais la manière de l'exprimer ne doit pas faire mal à l'autre. On peut parler, on peut dessiner, on a déjà établi le coussin de colère, on peut taper dans un coussin, on peut même s'isoler si on a envie de s'isoler, on peut sortir faire une balade. En tout cas, il y a plein de moyens pour exprimer sa colère, mais surtout pas frapper. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Et donc, ils ont, par conséquent, expliqué aux enfants pourquoi maman s'est séparée. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont intégré quand même. Parce que moi, dans l'état où j'étais de toute façon incapable de leur expliquer. Donc, il fallait vraiment du personnel pour vraiment interagir auprès des enfants. Et après, la suite arrive où les enfants vont petit à petit se reconstruire aussi, reprendre confiance en eux. C'est pas évident, surtout ça dépend des âges, mais la séparation, ça reste toujours quelque chose de très difficile à vivre pour les enfants, même quand les parents se séparent par entente, ça reste quand même difficile. Il faut quand même faire un deuil du divorce, quoi, en fait. Oui, mais pour un enfant, c'est plus difficile. Pour un enfant, c'est plus difficile. Donc, voilà. Mais tout ça pour expliquer vraiment toutes les conséquences de la violence conjugale sur les enfants. Et toi, aujourd'hui, où en es-tu? As-tu des projets? Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a expliqué, on était un petit peu dans une ambiance, on a expliqué un peu tout ce qui est malheureusement négatif. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a du positif. La vie n'est pas finie. Ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles dans sa vie, qu'on a vécu la violence ou qu'on a été victime de manipulateurs. La vie n'est pas finie là, ne se finit pas là. Et donc aujourd'hui, 2 ans et demi après, je suis épanouie, je suis heureuse, j'ai pu me reconstruire en grande partie. Bien sûr, il y a toujours des choses qu'on doit encore régler, qu'on doit encore travailler, etc. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment fière de mon parcours et je profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, y compris donc le refuge, le personnel, mais aussi les amis qui m'ont entourée, qui ne m'ont pas laissée dans ce moment très difficile. Et donc aujourd'hui, j'ai des projets bien sûr, j'ai repris des études, donc des études de psychologie. J'ai plein de rêves, j'ose rêver, j'ose aller jusqu'au bout pour les réaliser. Je pense que le passé reste le passé, je ne peux pas le changer, mais je suis responsable et je suis capable de changer mon présent et mon futur. Et c'est ça qui est important. J'ai retrouvé le bonheur, mais le bonheur qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que je vis, qui ne dépend pas de la maison où j'habite, ou le revenu que j'ai, ou ce que je porte sur moi, ou ce que je mange tous les jours. Mon bonheur dépend juste du fait d'exister. Rien que j'aime bien Laurent Gounel quand il dit il faut déjà savourer le moment présent où on existe et le considérer comme un miracle. C'est déjà un miracle que j'existe aujourd'hui. Oui, c'est vrai.
que je respire, que je peux te parler, qu'on peut partager des choses aujourd'hui avec, voilà, avec des internautes. Et je trouve que c'est merveilleux de vivre. Et si on se concentre là-dessus, je pense qu'on peut vraiment dépasser plein de problèmes. Je sais que quand on vit dans un problème, on a les yeux focusés, comme on dit, sur le problème. Et quand on est vraiment focusé que sur le problème, on ne sait pas voir toutes les possibilités qui sont autour. Et on croit que toute notre vie, elle se limite à ce problème. Mais si on apprend à avoir un regard surélevé, un regard à vol d'oiseau, on va constater que ce problème n'est qu'une peau de banane, comme disait ma psychologue, n'est qu'une peau de banane sur notre chemin. Mais notre chemin, il est long, on a encore beaucoup de choses à vivre. Il faut considérer les problèmes, n'importe quelle taille il peut avoir, que ce sont des peaux de banane qu'on a sur le chemin. Et le plus important aussi, c'est que le problème doit être un moyen pour apprendre une leçon. Moi, c'est comme ça que, voilà, que je me suis renouvelée, reconstruite. Voilà, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. J'ai pris beaucoup de temps à méditer, à comprendre certaines choses. Et quand je vis un problème, ben, le but pour moi du problème, c'est d'apprendre une leçon. Et je pense que la vie aussi nous présente le problème régulièrement jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Donc si on veut un petit peu économiser le temps, autant apprendre la leçon le plus vite possible. D'accord ? Donc voilà, c'est pour un petit peu expliquer les choses qui m'ont aidé à me reconstruire. Il y a tellement de choses à dire et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, parce qu'il y a encore plein de choses à dire que j'ai envie de partager et qui m'ont aidé dans ma vie pour avancer. Et je vois des personnes qui ont du mal parce que ben, il n'y a personne pour les aider peut-être. Et voilà, j'aimerais contribuer aussi parce que je sais, parce que j'ai appris. Voilà, des choses que vous-même, vous pouvez apprendre aussi seul. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est des choses qu'on apprend de la vie, des livres, de ce qu'on étudie, de ce qu'on observe, etc. Et que je voudrais partager avec vous. Voilà. Voilà, ben merci Ouda pour ton témoignage, en tout cas, très touchant, qui redonne de l'espoir. S'il y a des femmes parmi vous qui êtes victimes de violences conjugales, gardez espoir et ne restez pas dans la situation dans laquelle vous êtes. Merci de nous avoir écoutés. Si le sujet vous intéresse et que vous désirez avoir une lecture sur le sujet, je vous propose un roman de Khaled Hosseini, 1000 soleils splendides, qui retrace, oui, je l'ai. Qui retrace la vie d'une femme qui est victime aussi de violences conjugales. Et c'est un très beau livre que j'ai lu et que j'ai adoré. Voilà. Avant de vous quitter, j'ai une demande à vous faire. Laissez-moi un commentaire pour dire ce que vous pensez de la vidéo, donc que ça soit en bien ou en mal. Également, si vous avez des questions, sûrement on n'a pas pu couvrir tout le sujet, donc si vous avez des choses à rajouter, des observations, voilà, des remarques. Je laisse aussi mon mail personnel, donc s'il y a des personnes qui veulent m'écrire de manière privée, n'hésitez pas également. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Au revoir.